Nous abordons maintenant la dernière phase de notre réunion de ce jour. À partir des questions qui sont posées sur le chat, il y a en fait actuellement sur le chat deux grandes questions. Il y a euh, des questions sur l'adéquation formation-emploi auquel Fabienne Maillard a amorcé déjà des éléments de réponse sur le chat, mais on lui donnera peut-être la parole pour qu'elle complète sur ce paradoxe dans les secteurs en tension, par exemple, où les employeurs embauchent des salariés absolument sans formation, et donc l'adéquation formation-emploi, pour le coup, tombe complètement à l'eau. Et puis il y a une deuxième série de questions qui renvoie peut-être davantage à ce que vient de nous exposer Xavier Sido sur les modèles pédagogiques, des questions sur ne gagnerait-on pas à réfléchir en termes plutôt d'interdisciplinarité pour penser les savoirs de manière plus systémique et sur leur efficacité sociale. Et donc, question sur quel modèle pédagogique, comment on fait pour redidactiser des savoirs à mobiliser dans des situations professionnelles. Donc, il y a deux ensembles de questions là. On peut peut-être déjà les aborder. Adéquation, formation, emploi. Fabienne Maillard, est-ce qu'on peut compléter un peu à partir de ce qui est dit sur le chat? Alors, non, je vais juste te donner un petit exemple, une petite illustration, parce que c'était un exemple amusant. C'est que le ministère avait créé, avec les CPC, hein, enfin avec les CPC concernés, il y a des années, et justement il y a longtemps, un BTS domotique en postulant que voilà, toutes les maisons, tous les immeubles, c'était il y a longtemps, hein, allaient être super technologisés et qu'il y aurait voilà, des caméras partout et on cliquerait partout, mais c'était donc il y a plus de 20 ans. Et ce BTS en fait était bien trop anticipateur et les jeunes qui sortaient de ce BTS ne trouvaient pas d'emploi parce qu'il y avait aucun emploi qui correspond, aucune entreprise n'était assez lancé à l'époque dans la domotique. Alors il est devenu imotique, hein, il est mieux, enfin il est devenu plus performant, mais pendant une vingtaine d'années, il a quand même mariné. Hein, c'était un peu compliqué. Donc des fois, le ministère est beaucoup trop, voilà, il va trop loin dans l'avenir, hein, il se projette beaucoup trop loin. Et ça, c'est une tentation avec l'économie de la connaissance, etc. Des fois, vraiment, on oublie qu'il y a des métiers qui existent avec du fer. Par exemple, le fer, F-A-I-R-E, et pas toujours bien considéré, hein, et on a tendance à intellectualiser un petit peu trop certains métiers. Puis on a vu pendant le confinement, hein, on a vu qu'il y a des tas de métiers invisibles qui en fait étaient quand même indispensables et qui rassemblaient beaucoup de main d'œuvre. Et on pouvait penser qu'ils seraient revalorisés après le confinement, mais c'est pas le cas. Et donc l'adéquation, c'est un mythe, une fiction, un leurre, parce que de toute façon, le temps que vous formiez des jeunes, il faut quand même 3 ans pour un bac pro. La demande des entreprises, elle a pu être, voilà, en général, elle a été remplie par d'autres personnes, hein, et en l'occurrence, s'il y a des métiers en tension, ben, ils font avec la main-d'œuvre qu'ils ont. Et les employeurs ne sont pas forcément, n'ont pas forcément des pratiques très morales ni vertueuses, hein, donc, on peut dire, on forme des jeunes pour, avec un CAP dans le commerce et hôtellerie-restauration sont deux exemples où franchement les liens entre formation et emploi sont extrêmement ténus pour pas dire autre chose. Et c'est vrai aussi dans le commerce. Hein. Dans le commerce, on a des très diplômés, des pas diplômés pour le même métier, qui exercent le même métier, c'est-à-dire celui de vendeur ou vendeuse. Donc, on a aussi bien des bac plus 3 que des gens qui n'ont pas de diplôme, parce que les employeurs font ce qu'ils veulent. Ils ont un droit discrétionnaire, un pouvoir discrétionnaire, et ils l'exercent. Et c'est pas l'éducation nationale qui décide. Il y a quand même un code du travail, heureusement, mais le diplôme n'est pas dans le contrat de travail de toute façon. Hein. Il n'est pas inscrit dans le contrat de travail, donc les employeurs n'ont de toute façon aucune obligation de le valoriser si l'emploi ne requiert pas le diplôme en question et l'état d'emploi finalement qu'on sous-estime, hein, ou enfin, dont on voit pas, enfin, qui sont pas tellement visibles ou auxquels on ne pense pas, ne requiert pas forcément de diplôme pour être tenu. Et donc, ça met aussi les jeunes et les adultes expérimentés en concurrence, mais parce qu'il ne faut pas oublier la concurrence, quoi. La main-d'œuvre, elle est en concurrence hein, pour les emplois. Donc, même dans les métiers en tension,
On n'est pas obligé d'avoir des pratiques vertueuses de recrutement. On peut toujours trouver, dans le bâtiment c'est pareil, on peut trouver des gens qui ne sont pas diplômés et faire autrement que ce que la logique pourrait suggérer a priori, c'est-à-dire des gens compétents, bien formés, compétents. Moi, je cherche par exemple un bon plombier, mais bon, c'est anecdotique. Oui, peut-être pour préciser aussi les questions qui sont posées, l'argument de la proximité géographique est souvent très fort et a un impact sur les élèves eux-mêmes. On signale dans le chat que garder les liens familiaux, amicaux, etc., vient en premier peut-être au moment où il faut s'insérer dans l'emploi d'une certaine façon, les conseils régionaux joue un peu là-dessus pour spécifier la carte des enseignements professionnels dans telle ou telle région, alors que ce n'est pas forcément pertinent sur le plan économique. Comment vous voyez les choses? Alors, les élèves, ils sont inégalement mobiles, mais ils ne sont pas tous immobiles. Et quand on pense aux apprentis, les centres de formation d'apprentis, les apprentis sont très mobiles parce que le centre de formation d'apprentis, il est rarement à côté de chez eux. Et leur Mm. employeur, là où ils réalisent leur apprentissage, est rarement aussi à côté de chez eux, hein. Donc, la manière dont on conçoit la mobilité des jeunes des classes populaires mérite aussi voilà, quelques ajustements parce que c'est pas si simple. Pour la formation, oui. Enfin, la formation, sur une formation, quand on a 16 ans, on va plutôt dans l'établissement de proximité, même si c'est pas celui qui serait le plus favorable pour la suite. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'adéquationnisme est un mythe, mais l'adéquationnisme local est un mythe au carré, hein, mais c'est aussi dangereux, quoi. Enfin, je pense que là, il y a vraiment, ça pose énormément de problèmes. Voilà, pour le gars du coin ou la fille du coin, je suis d'accord, euh, c'est pas une très bonne idée d'assigner les gens à résidence. Après, que les gens veuillent rester effectivement proches, enfin que les jeunes veuillent rester près de chez eux, on peut le comprendre, et s'il y a de l'emploi local. Mais c'est aussi ça qui fait qu'ils n'occupent pas forcément l'emploi pour lequel ils ont été formés, parce que l'emploi voilà, disponible leur permet de rester plus proches de leur famille, si c'est le cas. Après, quand on... Alors j'ai vu, aujourd'hui on parle beaucoup des filles du coin, mais dans l'exode rural, dans les années 60 et 70, les filles des milieux ruraux, elles quittent leur famille et elles se servent de l'école pour avoir accès au salariat ailleurs que dans leur village. Et c'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup de villages où il y a beaucoup de célibataires. Peut-être souhaitais-tu intervenir sur cette... Oui, dans la suite de ce qui vient Vas-y. d'être dit, parce que c'est vrai qu'aucun d'entre nous, d'abord, je voudrais quand même souligner que les trois, enfin, sur les quatre personnes qui ont pris la parole, là, il y a quand même deux anciens PLP, hein, ce qui signale la relative, et je devrais dire, je ne mets pas Fabienne dans les anciens PLP, mais enfin, toute sa vie professionnelle, elle a travaillé au CPC avant de devenir maîtresse de conférence. Bon. Donc, voilà, et bon, Bernard est un peu été lui conseiller d'orientation. Donc c'est pour signaler qu'il y a quand même un faible intérêt du monde intellectuel et universitaire pour ce qui se passe dans les lycées professionnels, hein, je le rappelle. Non, juste une chose sur les publics, parce que là on en parle, mais finalement aucun d'entre nous n'a décidé d'aborder cette question, sauf Bernard, mais qu'il l'a un peu rapidement généralisé en simplifiant autour de l'idée qui n'est pas fausse, mais qui, à mon avis, est trop générale des milieux populaires et surtout de la sélection par l'échec. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, les derniers travaux que j'avais faits, qui était une enquête en Loire-Atlantique, par exemple, sur 500 élèves quand même, hein, de LP au moment de la transformation du bac pro en 3 ans, j'avais été, en tant qu'ancien parisien et ancien PLP de banlieue parisienne, très surpris par des publics qui étaient assez différents de ceux que j'avais connus et qui notamment n'avaient pas du tout le même rapport que celui que j'ai décrit en partie enfin que Fabienne a beaucoup décrit, mais elle a travaillé en Picardie après, donc elle était au cœur des zones désindustrialisées. C'est pas le cas du Grand Ouest. Et donc là, on a des publics qui, curieusement, vont un peu plus en enseignement général. Là, je fais part des statistiques de géographie de l'école que j'ai relues récemment. Ils vont plus souvent vers l'enseignement général, mais ceux qui vont dans l'enseignement professionnel, ils vont volontairement.
Et pourquoi ils y vont volontairement? D'abord parce que la région n'a pas été balayée par la désindustrialisation, hein. Il y a le célèbre miracle breton, il y a, ou vendéen, hein, c'est-à-dire des régions qui sont relativement rurales et qui sont passées assez vite de la ruralité à une espèce d'industrie postmoderne, enfin, en quelque sorte, hein. Et donc, du coup, voilà, ces familles populaires, les parents sont peu affectés par le chômage. Ce pas des régions à fort taux de chômage. Et donc, ceux qui allaient dans l'enseignement professionnel, pour une partie, on avait été très surpris, on avait 80% des gens qui disaient, c'est mon choix. C'est mon premier choix. Alors, on peut toujours dire, comme dit Bernard, il y a une intériorisation, c'est le vieux thème bourdieusien, une intériorisation des jugements scolaires. Mais globalement, il le vivait beaucoup moins mal qu'ailleurs. Et il y a eu une enquête récemment que Fabienne connaît certainement et Xavier peut-être aussi, qui a été conduite par Priska Kergoat il y a 4 5 ans, une enquête qualitative sur plusieurs lycées professionnels où il y avait plusieurs types de chercheurs et elle arrivait à la conclusion que sur le public assez large qu'elle avait interrogé, Marseille, Paris, etc., il y avait quand même 25% des gens qui étaient satisfaits de leur orientation et il y en avait 10 ou 15 de plus qui souffraient pas, enfin qui se vivaient pas en échec. Et il y a eu récemment d'autres travaux sur les CAP justement et les filles en CAP qui montrent qu'une partie du public féminin. Donc il faut faire attention. Je crois qu'il ne faut pas généraliser le public des LP. Il y a des régions ou pour des raisons faibles, moindre désindustrialisation, d'ancrage Je vais prendre un autre exemple, je ne vais pas être trop long, mais dans la région où je vis, c'est-à-dire la région nantaise, les familles populaires peuvent vivre dans les banlieues de Nantes, mais elles vivent beaucoup, massivement, et les publics qu'on avait interrogés étaient dans ce cas-là, dans des petites maisons individuelles autour dans la périphérie nantaise. Et elles vivent dans de bonnes conditions. Parce que si vous ne cherchez pas à habiter dans une villa qui donne sur la mer, vous avez des maisons confortables à des tarifs de location, voire d'achat très accessibles pour, par exemple, un couple qui gagne de bons SMIC, hein. C'est tout à fait possible. Donc, on n'était pas du tout dans le rejet, alors que quand on était allé voir en région parisienne, en banlieue, on était allé faire 2 établissements témoins. D'abord, 80% des élèves étaient d'origine immigrée. Ils étaient 20%, même pas 20% ils étaient 10 ou 15% dans la région nantaise, en Bretagne, etc. Donc, il y a tout à l'heure, Xavier a cité Aziz Djellab. Aziz montre très bien que pour ceux qui sont d'origine immigrée, il y a une double stigmatisation parce que, en région parisienne, parce que ils n'ont pas très envie d'aller là, parce que, comme l'a très bien dit Fabienne, ils appartiennent à des familles qui ont connu le chômage lié à la désindustrialisation ou au départ des entreprises. Et en plus, tout d'un coup, si jamais ils étaient encore dans un collège un peu mixte socialement, ils se retrouvent tous entre immigrés. Donc la sensation de discrimination, je me rappelle plus, est forte, hein. Alors qu'elle ne l'est pas du tout pour ceux qu'on avait interrogés. Et dans le sud-ouest, c'est assez vrai aussi. Donc il faut faire attention à ça. Il y a deux mondes, hein, il y a au moins 2 ou 3 mondes des lycées professionnels. Donc je regrette toujours qu'on ait tendance à généraliser le public derrière cette dimension. Les pauvres, ils ne voulaient pas venir là. C'est pas toujours vrai. Et il y en a un certain nombre d'ailleurs qui réussissent. Deuxième remarque sur ces publics, et je m'arrête là, mais parce que on n'en a pas parlé, on en a parlé indirectement. La poursuite d'études aujourd'hui est devenue un projet des élèves qui rentrent en lycée professionnel. Alors, c'était déjà vrai dans l'enquête qu'on avait vue. Ils étaient 60% à nous dire, mais moi, je fais un BTS après. Et aujourd'hui, vous avez 42% des élèves qui rentrent en BTS. Alors, avec des succès, Fabienne l'a dit, inégaux. Mais ça veut dire qu'on a des publics populaires maintenant qui ont rejoint l'ensemble de la jeunesse contemporaine et qui s'inscrit qui se projettent dans une carrière d'insertion longue. On en avait beaucoup qui nous disaient, ah mais moi je fais ça d'abord, comme l'a dit Fabienne, mais je resterai peut-être pas là-dedans, j'ai un plan B, un plan C, etc. Je ferai une formation. Et notamment les filles, ça nous avait beaucoup marqué aussi, les filles n'étaient plus du tout dans le schéma qu'on a connu avant dans les milieux populaires. Ah ben je vais me marier, puis après je verrai. Pas du tout. Elles étaient dans une vision professionnelle et on verra après si on fonde une famille. Donc voilà, il faut faire attention
à ne pas trop caractériser. Xavier a dit, on les caractérise parfois par leur esprit concret. Il faut faire aussi attention à ne pas les caricaturer. Il y a dans le public des élèves de LP une variété de publics et un certain nombre qui sont capables d'y construire une carrière. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Bernard Desclaux, vous vouliez Oui, intervenir? oui, juste un petit point par rapport au premier point que tu évoques, Vincent, parce qu'effectivement, il y a ces différences que l'on peut observer au niveau national, effectivement, par ces différentes manières euh, à la fois d'orienter et d'être orienté ou de choisir son orientation. Et ça ramène à un point quand même central dans notre système, c'est que quand on regarde les décrets concernant les procédures d'orientation, rien n'est dit sur la norme concernant les décisions d'orientation. Il n'y a pas de hiérarchisation posée entre la seconde générale technologique, la seconde professionnelle, la première année de CAP. Il n'y a aucune norme de hiérarchisation. Ce qui fait que ce sont bien les acteurs locaux, en fonction de leur représentation et de leur connaissance ou ainsi de suite, tout ce que l'on peut dire, hein, qui finalement établissent cette norme aussi. Donc c'est vrai qu'en Bretagne, il n'y a pas cette euh, pression, on va dire, sur cette hiérarchisation des études. En tout cas, il n'y a pas la même qu'en région parisienne, comme tu le dis. Mais c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Mais tu peux élargir de la Hein. Bretagne au Pays Basque, hein. Tu enlèves juste la région bordelaise et, Absolument. et tu as un modèle, mais oui, qui est tout à fait surprenant. Et c'est vrai d'ailleurs, c'est aussi des régions où l'enseignement agricole, par exemple, il y avait une très belle enquête dans Le Monde il y a pas très longtemps, et choisi souvent par des gens très motivés. Et voilà, donc on est bien, il faut faire attention à ça, quoi. On a tous le modèle parisien, banlieue parisienne, Lille, Est en tête, mais ce modèle n'est qu'une partie des publics. Et donc c'est intéressant pour réfléchir à la question que Xavier a posée. Il y a des publics qui peuvent être tout à fait sensibles, et moi ça j'espère qu'on va en dire quelques mots, tout à fait sensibles à un enseignement de culture technique. Parce qu'ils ont choisi d'être là, le métier les motive, mais ils ont des projets, ils s'inscrivent dans des projets à relativement long terme, hein, ils sont pas, ils veulent pas se sentir prisonniers d'un métier. Par exemple, le plan B, je sais que Charlot avait déjà souligné ça il y a longtemps. Il y a pas mal d'élèves qui choisissent le bac, qui choisissaient, mais il y en a encore beaucoup aujourd'hui, qui choisissent le bac pro en se disant, bon, je suis pas au niveau en maths, puis ça m'emmerde, hein, faut quand même, faut quand même le rappeler. Nous, on a eu tous les élèves interrogés nous disaient, mais je me suis ennuyé au collège. Rester assis toute la journée, écouter un prof, c'est quand même très chiant. Ils le disent tous. Bon, et je vais les rejoindre en disant, je l'ai dit moi quand j'étais en troisième, hein. Donc il ne faut pas non plus ignorer cet aspect-là de l'enseignement secondaire. Mais donc, ces gens-là s'inscrivent dans une relative longue durée avec des choix différents. Et donc, on avait des élèves qui nous disaient, ah, moi, je fais le CAP, je voudrais être telle chose. Il y en a un qui voulait élever des chevaux, un autre qui voulait être conducteur routier international, un troisième qui voulait travailler dans les parcs d'animation, mais qui nous dit, mais moi je fais un CAP comme ça parce que là où je veux aller, j'ai bien vu qu'il n'y a pas énormément de boulot, donc je fais un CAP de sécurité ou un BEP ou un bac pro de sécurité, et puis quand je l'aurai, je fais autre chose. Ce qui, évidemment, invalide encore plus la notion d'adéquation formation-emploi, comme l'a très bien souligné Fabienne. Et il y a quelqu'un qui pose cette question-là, d'ailleurs. Je veux dire, quand j'ai entendu Emmanuel Macron dire il faut avoir 100% d'insertion professionnelle à la sortie du bac pro, c'est totalement absurde. On n'y arrivera jamais. Merci. Sur le chat de nouvelles remarques, notamment sur euh, dans les milieux populaires, les filles croient en la vertu émancipatrice du travail et donc de l'école. Et Françoise Giraud ajoute, dans nos banlieues parisiennes, c'est le contraire pour les garçons. Est-ce que ça soulève chez vous des remarques? Autre question que je pose là, peut-être plus à Fabienne Maillard. Vous avez parlé essentiellement de, du projet de réindustrialisation de la France, mais finalement, vous n'avez pas dit grand-chose sur le secteur des services qui a grossi considérablement et sur lequel il y a également toutes sortes de problèmes d'adéquation entre formation et emploi. Comment voyez-vous les choses?
Alors là, sur les services, ce qui est compliqué, c'est quand même, c'est que la catégorie socio-professionnelle la plus importante en France, c'est celle des employés, qui sont quand même en majorité des femmes, mais c'est là aussi qu'il y a les nouveaux travailleurs pauvres, les moins bons salaires et les moins bonnes carrières. Donc, mais c'est quand même là qu'on forme le plus de jeunes dans les lycées professionnels. Donc là, en termes d'adéquation, non, on est loin. Et vous dire que voilà, ce sont des carrières favorables, parce que moi je trouve que la réindustrialisation c'est pas une mauvaise idée hein, quand même. C'était la désindustrialisation qui était une mauvaise idée, mais les services c'est pas toujours très porteur. Hein. Alors ça peut l'être, mais on parlait tout à l'heure hôtellerie-restauration, commerce, aide à domicile. Enfin voilà, on a quand même beaucoup de secteurs d'activité dans les services qui sont qui rémunèrent mal. Qui recrutent pas forcément avec diplôme et pour les filles parce que c'est beaucoup de filles qui y sont, c'est pas forcément là que l'avenir sera le meilleur. Donc de ce point de vue, si c'est ça, voilà, si je fais le lien avec les lycées professionnels parce qu'il n'y a pas que ça dans les services, hein, mais c'est pas forcément ce qui est le plus ouvert. Après, dans les services, si on pense numérique, si on pense électrotechnique, etc. Là, il y a aussi des emplois dans les services, mais c'est pas le même type d'emploi. Vous voyez, ça dépend de quoi on parle Bien dans les sûr. services. Xavier Sido, donc il y avait des questions sur les modèles pédagogiques, là, comment vous voyez les choses? Alors, Vous avez lu les remarques, je suppose. ouais, très. Alors, j'ai mis le mot caricaturer, effectivement, j'aurais dû l'employer, qu'utilisait Vincent, par rapport à ce que les profs, des fois, caricaturent les élèves, la façon dont c'est dit. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'on est deux anciens PLP et que, du coup, il y a la référence des chercheurs qui est importante. Et c'est très difficile, du coup, quand on est sur des recherches disciplinaires, que ce soit en maths ou en français. Il y aura une étude sociologique à mener, hein, mais les chercheurs en maths sont généralement des agrégés qui ne sont pas passés par l'enseignement professionnel et qui en plus invisibilisent l'enseignement professionnel en parlant à chaque fois du lycée de manière générale sans dire qu'ils parlent en vérité du lycée général. Ça, c'est un point qui est du coup fondamental, fondamental là-dessus. Pour revenir sur l'interdisciplinarité et la systémique, je pense qu'il faut repenser l'idée d'interdisciplinarité. Il faut arrêter de penser comme deux disciplines finalement qui vont discuter, parce que ça, on continue à penser que les disciplines travaillent pour elles-mêmes, et à un moment ou à un autre, elles vont se mettre d'accord pour essayer de discuter un peu entre elles. Et c'est pas quelque chose qui fonctionne, mais plutôt réfléchir à l'idée de construire une véritable culture. Et voilà, on tourne autour depuis très longtemps, mais c'est quelque chose qui est compliqué. Pour moi, ce qui joue, c'est vraiment la question des références. Quand on va penser discipline générale dans le professionnel, on peut vite utiliser le terme de discipline de service. On va essayer de définir des contenus qui sont employables, de définir un utilisateur intelligent du français ou des mathématiques. Mais ce qui est au cœur, quand les gens disent discipline de service, c'est quand même la transmission d'une culture disciplinaire. Ce qu'on veut faire, c'est en vérité une discipline ressource. C'est ça, d'abord, qui est en premier. Et tant qu'on sortira pas de ça, on s'en sortira pas. Et donc, du coup, je me dis qu'on prend, dans ces cas-là, la situation professionnelle comme un prétexte. Soit pour étudier une notion, soit pour pouvoir appliquer une notion ou un savoir qu'on a pu travailler. La situation professionnelle, c'est donc une illustration. Alors qu'en vérité, ce qui va se jouer, c'est la question de la didactisation des situations, hein, c'est plus la question des registres. Sur quel registre on veut que les élèves puissent intervenir en mathématiques? Est-ce qu'on veut qu'ils construisent des contenus? Est-ce qu'on veut qu'ils soient capables de lire des mathématiques? Il y a une différence entre savoir lire un abac et être capable de construire un abac. Ben, si on veut que les élèves sachent lire un abac, qu'on apprenne aux élèves à lire un abac correctement et que les choses soient bien. Voilà. Quel rôle est-ce que finalement est-ce qu'ils ont besoin de tenir? Est-ce qu'il vaut mieux travailler à partir des savoirs mathématiques que possèdent les profs de maths, hein? Les profs de maths, alors ils viennent de différents milieux, mais ils ont fait des études de mathématiques généralement. Ou est-ce qu'on veut du coup travailler à partir des pratiques sociales mathématiques de référence? C'est-à-dire des pratiques qui sont utilisées, par exemple, à l'atelier, qui sont utilisées, voilà, et qu'on essaye du coup de peut-être d'expliciter comment est-ce qu'on en vient là, mais sans forcément travailler spécifiquement la théorie. Moi, j'ai commencé en tant que PLP maths sciences la première année en me demandant s'il fallait pas supprimer l'enseignement des mathématiques. Parce que je ne comprenais pas quel intérêt je pouvais avoir à préparer mes élèves à calculer la diagonale d'un carreau qu'on allait poser sur le sol, alors qu'il suffisait de la mesurer. Quel intérêt d'utiliser le terme de Pythagore? Ou alors, sur un sujet de BEP, à quoi ça sert de mesurer le cylindre d'air au-dessus de la tour Eiffel? Et donc, j'avais des problèmes là-dessus en me disant pas, je leur fais apprendre des trucs qui sont inutiles, parce que le théorème de Pythagore est utile quand on a une corde et quand on a besoin de faire une équerre à l'atelier, ça sert à ça.
Mais culturellement, qu'est-ce que je leur apprends? Et voilà, il y a des choses qui se posent là-dessus. Donc, oui, je serais plus re-réfléchir les mathématiques ou re-réfléchir à partir des situations professionnelles et voir ce qu'on peut en faire. Il est très intéressant, et je vais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a d'autres questions qui sont posées, il est très intéressant de faire, moi je l'avais fait, d'aller passer un examen d'atelier pour mes BEP plomberie à l'époque, d'aller passer un examen de techno et de voir que j'avais la moyenne sans aucune connaissance forcément en plomberie, mais de savoir, en fait, tiens, là ils auraient besoin de ça, d'utiliser, etc. Et donc, on a mis à un moment ou à un autre la charrue avant les bœufs parce qu'on a commencé par mettre les mathématiques en premier. Il faut absolument que ce soit des élèves plutôt mathématiciens, plutôt que de chercher à construire quelque chose qui serait spécifique à soi. Et ça permettrait, je finis vraiment là-dessus, de ce que disait Vincent en disant il faut différencier les élèves. Il faut différencier les lycées et les formations. L'enseignement mathématique dans une formation industrielle n'est pas la même que dans un tertiaire, n'est pas la même que dans des types d'industrie. La culture technique, c'est aussi penser l'enseignement professionnel dans sa richesse et sa diversité en arrêtant d'essayer de plaquer un enseignement de troisième ou de seconde pour dire ils vont faire ce qui se passe ailleurs. Voilà. Donc les propositions de didactisation des situations professionnelles, oui, je pense. Mais il faut travailler dessus. Je ne l'ai pas encore fait et j'ai mon habilitation à diriger la recherche qui va arriver à un moment ou à un autre, bientôt, cette année. Et du coup, il faut pousser les chercheurs en didactique des mathématiques à s'y intéresser. Et j'ai séminaire la semaine prochaine et c'est la question que je vais poser à mes collègues. Pourquoi vous ne travaillez pas sur l'enseignement professionnel? Quels sont les freins? Voilà. Tout à fait d'accord avec toi, Xavier. Un beau projet. Alors, dans les questions qui viennent d'arriver, deux questions. Une de Catherine Prince. Elle parle d'un projet de poursuite d'études avec des bac+1, des certificats de spécialisation. Alors là, il faudrait peut-être éclairer les auditeurs sur ce certificat. Personnellement, je n'en ai pas entendu parler. Et puis, il y a une deuxième question qui revient sur la question de l'orientation. C'est Roger-François Gauthier qui se saisit du propos de Bernard Desclaux sur l'Italie et qui signale qu'en Italie, il faut ajouter qu'entre les diverses voies de lycée, il y a peu de différences. Intéressant de savoir que dans les faits et surtout les esprits, on n'est pas loin du lycée unique. L'Italie est venue au collège unique 10 ans avant la France et les lycées professionnels, dans ce cadre, sont fortement valorisés au plan social. Donc ça, c'est une remarque qu'il fait sur l'exemple qui avait été choisi par Bernard Desclaux. Est-ce que finalement, est-ce que c'est pas la structure même du lycée qui entraîne ce mécanisme d'évaporation progressive des élèves vers le lycée professionnel ou non? Alors, je peux répondre sur la première et Oui, je laisse Bernard sur la deuxième. oui, Lorsque le bac pro en 3 ans est passé, en fait, bon, d'abord, ça a été un tollé au CPC, il faut quand même le signaler. En plus, l'administration centrale n'avait pas tellement été avisée de cette réforme, donc tout le monde a été prévenu par voie de presse, ce qui n'a pas facilité les choses. Et beaucoup d'enseignants ont dit, mais il va manquer un an. Voilà, le bac pro, avant c'était 2 ans plus 2 ans, ben, il va manquer un an parce que nos élèves, une part de nos élèves peuvent le faire en 3 ans, mais une part ne pourra pas. Et il s'avère que sur le marché du travail aujourd'hui, sortir quand on a moins de 20 ans de l'école, du système éducatif, pour les employeurs qui n'ont pas toujours été aussi regardants, c'est trop jeune. Donc une manière, voilà, de les faire mûrir, c'est de les garder à l'école, de les garder au sein du système éducatif, mais donc pas forcément en BTS, dans un bac+1. Et donc il y avait une liste de bac+1. Dans ces bac+1, il y a un peu de tout. C'est ça qui est intéressant, enfin entre guillemets, je dis ça de manière ironique, c'est que les certificats de spécialisation, en fait, c'est le nom des mentions complémentaires, mais ça n'a oui. jamais très bien marché. Donc les mentions complémentaires, c'est un diplôme, mais du même niveau que le bac, c'est bac+1, mais ça vaut le bac. Mais dedans aussi, il y a des diplômes d'établissement, donc il y a des conventions entre les lycées et des universités, par exemple. Et donc il y a une liste de diplômes d'établissement. Diplôme d'établissement, ça veut rien dire d'autre que ça vaut ça vaut rien. C'est pas national, c'est ce que l'établissement marque dessus. Et dedans, il y a de tout. Ça peut être une petite spécialisation, ça peut être un projet. Donc il y a des diplômes de projet professionnel. Personnellement, je ne vois pas du tout en quoi ça peut
concrètement et quelle valeur ça peut avoir sur le marché du travail. Et donc, ça peut être 3 mois, ça peut être 6 mois. Enfin, voilà, vous avez une grande variété de possibilités. L'FCL, ça n'a jamais marché non plus, hein. Les formations complémentaires d'initiatives locales, voilà, c'est une petite spécialisation liée aux entreprises locales. Mais là non plus, on peut pas dire que c'est vieux, hein. Ce sont des vieilles initiatives, pas les diplômes d'établissement, mais qui n'ont jamais bien fonctionné. Donc, on voit ressurgir des initiatives qui n'ont pas bien fonctionné et qui s'ajoutent à de nouvelles initiatives qui sont censées bien fonctionner. Mais c'est le cas des diplômes d'établissement. Moi, un diplôme d'établissement, c'est comme un diplôme intermédiaire. Parce que le BEP, avant d'être supprimé, s'appelait diplôme intermédiaire. Et j'avais écrit un article j'ai publié un article en 2013 en disant un diplôme intermédiaire, enfin, appeler un diplôme intermédiaire un diplôme professionnel, c'est annoncer sa mort. C'est la chronique d'une mort annoncée, ce qui est avéré puisque le BEP est mort en 2021. Donc là, diplôme d'établissement, c'est pas grand-chose. Certificat de spécialisation, c'est une mention complémentaire, mais il n'y a jamais eu... C'est moins de 10 000 jeunes, hein. Ça n'a jamais été plus de 10 000 jeunes depuis des décennies, donc je ne pense pas que ça puisse fonctionner, mais c'est une manière de faire mûrir les jeunes et voilà, de leur permettre de gagner une année et donc d'être mieux reçus sur le marché du travail parce que les employeurs ont une espèce de défiance à l'égard de la grande jeunesse aujourd'hui, hein. L'âge moyen de sortie, c'est 22 ans du système éducatif. Quand on sort plus jeune, on n'est pas forcément bien perçu par les employeurs. Voilà ce que je peux dire. Merci. Bernard Desclos, alors le modèle Euh, italien. oui, oui, alors je vais revenir sur l'histoire de notre système à nous, euh, parce que cette structure de la barrière de la troisième, elle vient grosso modo avec l'idée de la création des BEP. En 59, on a ce projet-là et finalement ils sont mis en place en 66. Bon. Euh, en remarquant que dans le texte de création des BEP, il était dit qu'à chaque création d'un BEP d'une spécialité sera supprimé les CAP correspondants. C'est-à-dire que dès le départ, dans cette idée de mettre en place une orientation de fin de troisième vers du professionnel, c'est aussi supprimer le palier cinquième, bon, qui a perduré quand même bien longtemps. Bon. Alors, ça correspond à cette idée qu'on est dans la période où il faut effectivement amener des formations techniques plus élevées. Bon. Mais il y a une autre question aussi qui est liée à ça, on en parle peu, alors ça je l'ai trouvé dans le bouquin d'Antoine Pro, c'est que c'est aussi la question de protéger l'université. Très curieux, parce qu'à cette époque-là, De Gaulle est très inquiet du fait qu'il va y avoir un envahissement de l'université et que le bac ne servira pas à pouvoir protéger cet envahissement. Et donc, il faut placer une protection antérieure et ça va être ce palier troisième. Donc, il faut bien quand même avoir en tête que ce palier, dans le plan de la structure et de la justification de son existence, c'est pas tant d'aller vers les formations professionnelles, mais c'est surtout de protéger l'accès finalement à l'université ou aux études supérieures. Voilà, donc ça, il faut l'avoir quand même, à mon avis, en tête, parce que idéologiquement, c'est un élément qui reste fort, hein. En 80, quand il y a eu un déblocage, on va dire, du passage en seconde, hein, avec la seconde générale, la seconde indéterminée, comme on disait à l'époque. Bon, moi, j'entendais dans les salles de profs, les profs dire les barbares arrivent. Bon, donc ça, il faut pas oublier cet aspect de protection du général. Xavier Sido, apparemment, vous avez une expérience de sélection de Parcoursup, si je comprends bien ce que vous avez mis sur le chat. Oui, c'est juste que du coup, comme j'étais un prof terminal, j'ai fait des dossiers pour que mes étudiants aillent à la fac. Et quand je suis arrivé du coup à la fac, je me suis occupé à peu près naturellement de la première année de licence en sciences de l'éducation qui venait d'ouvrir. Et les critères que j'avais mis au point, qui sont toujours d'ailleurs valables par rapport à tout ça, c'était enfin, c'est pas invisibiliser, mais c'est de ne pas prendre en compte finalement les filières.
Tout était regroupé du coup par domaine de compétences et en termes de raisonnement, etc. Et du coup, peu importe la filière dans laquelle viennent les lycéens, c'est pour, y compris pour les notes, il n'y a pas des hautes notes ou pas, je regarde simplement l'écart entre les notes. Et du coup, on a eu une répartition qui était assez intéressante en termes de public pour les étudiants. On avait à peu près 70% qui venaient des filières générales. Donc parmi ces 70%, on avait à peu près 70% qui venaient des filières ES, à l'époque, et 20% de techno et à peu près 10% du coup sur l'enseignement professionnel. Avec du coup des très beaux résultats d'étudiants qui sont allés de la première année jusqu'au M2, avec beaucoup plus de facilité pour se lancer dans des projets, faire ce genre de choses-là, aller faire des entretiens, voilà, beaucoup plus débrouillard finalement que ces bacheliers latinistes qui ne savent rien faire, comme on parlait dans les années 46, et qui par contre nécessitaient du coup un accompagnement peut-être un peu plus sur des travaux écrits, mais la réalisation de dossiers dont ils avaient des fois un peu l'habitude, un peu de tutorat, faisait en sorte qu'ils arrivaient à se faire. Ils n'avaient pas les mêmes difficultés que leurs camarades qui, eux, avaient par la même d'autres difficultés par ailleurs. Mais voilà, simplement pour dire qu'il y a possibilité aussi de ne pas prendre en compte le fait qu'ils viennent de l'enseignement professionnel, tout simplement. De ne pas le prendre en compte à la sélection, de faire un accompagnement, mais comme les autres étudiants peuvent avoir besoin d'être accompagnés. Et donc j'espère que on aura là, j'ai pas regardé les résultats au concours de l'an dernier, mais qu'on a des professeurs des écoles qui viennent de l'enseignement professionnel. Euh, voilà, ça permet aussi de diffuser une certaine idée, de pouvoir en parler, de pouvoir faire en sorte que l'on connaisse un peu mieux aussi ces filières par ailleurs pour avoir une réflexion qui soit un peu différente. La mixité, ça joue aussi là-dessus, quoi. D'accord. Euh, Toujours sur le passage dans l'enseignement supérieur, Fabienne, vous avez dit dans votre première intervention que l'accès des bacheliers professionnels au BTS avait été au moins en partie motivé par l'appauvrissement, le mauvais recrutement d'étudiants sur les BTS industriels. Et donc, c'est ce qui aurait justifié Non, pas l'ouverture. seulement. Non, 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 pas seulement. C'était. Alors là, il y a des interprétations différentes, hein. Je pense aux travaux de Claire Lemaître et Sophie Orange. C'est que c'était une manière aussi de favoriser la poursuite d'études des Oui, bacheliers professionnels et de leur éviter des difficultés à l'université, parce que les bacheliers professionnels vont aussi beaucoup à l'université ou ont envie d'y aller. Et c'était une manière donc de leur permettre, parce que le BTS c'est sélectif à l'entrée. Du coup, le oui. BTS est sélectif à l'entrée, sauf pour les bacheliers professionnels, ce qui quand même pose aussi quand même quelques questions. Et les enseignants de BTS n'étaient pas a priori spontanément hyper favorables quand même, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a des quotas et que les quotas sont imposés par le recteur. Mais donc c'est une façon à la fois d'ouvrir les études supérieures à des jeunes qui voulaient y aller, mais qui étaient refoulés par la sélectivité. Donc aller passer une année ou deux à la fac en attendant ce qui arrivait, en attendant de pouvoir accéder à une section de BTS. Donc là, comme ça, c'est plus simple avec. Bon, c'est bizarre les politiques des quotas quand même, mais bon, là, avec les quotas, ils ont une place de droit s'ils ont une mention bien ou très bien. Et c'est le recteur qui décide, donc c'est le recteur qui a la main. Donc c'est quand même une politique très top-bottom. Mais en même temps, ce que disent voilà, certaines, Sophie Orange et Claire Lemaitre parmi d'autres, c'est que c'est une manière aussi de contenir et d'éviter l'invasion de l'université par les Oui. barbares, hein, parce que là aussi, les enseignants supérieurs, on parle encore de nouveaux bacheliers, comme si les bacheliers professionnels étaient nouveaux, quoi. Et l'arrivée des bacheliers technologiques et professionnels à l'université, c'est quand même pas aujourd'hui, et ni hier, ça fait quand même un moment. Et donc, je vois encore des articles, moi, où il est question de l'arrivée des nouveaux bacheliers à l'université. Or, c'est pas nouveau. Donc, voilà, c'est une manière à la fois de contenir l'invasion par les barbares, mais aussi l'échec, voilà, d'empêcher l'échec à l'université qui est effectivement qui peut être plus important pour les bacheliers professionnels que pour les autres, hein, sachant que c'est pas facile de réussir à l'université parce que les modalités d'enseignement sont particulières et n'ont peut-être pas autant changé que le public qui y est accueilli. Et donc, voilà, ça remplissait pas mal de services en même temps, quoi. D'accord. Bien, je vous remercie. Je crois qu'on arrive un peu au bout là des réflexions sur le chat.
il n'y a pas de nouvelles questions. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir remercier chaleureusement euh, nos intervenants d'aujourd'hui et je crois que vous avez bien lancé une réflexion sur le lycée professionnel que nous allons sans doute encore creuser au sein du SICUR sous la houlette de Vincent qui nous a beaucoup poussé à cela. Mais je Et dois de dire Mariem. et Mariem et moi aussi, puisque je suis Ah oui, professeur toi de aussi. BTS et que je connais au moins en partie les problèmes de la formation professionnelle. Bien, bien, merci à tous et à bientôt sans doute.